Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Parlons bouquin. Oh punaise, ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai parlé de livres, j'avais encore mon vieux micro, dites-vous. Qu'ai-je donc décidé de faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup. À savoir la trilogie des Princes Captifs de C.S. Pacat. Et vu que YouTube s'assure que je ne puisse jamais être monétisé pour quoi que ce soit, j'ai décidé que vous savez quoi? On va essayer de résumer, notamment peut-être en bonhomme bâton. Qu'est-ce que YouTube vient foutre ici? Vous comprendrez vite, vous en faites pas. Bref, Prince Captif, ou plutôt Captive Prince, vu que j'ai découvert la série en anglais, même si j'ai récemment pu lire la très bonne VF de Louise Malagoli, c'est l'histoire de Damen, normalement prononcé Daemon, mais j'ai toujours dit Damen, donc on dira Damen, le légitime héritier du trône d'Achelos. Lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de Verre. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses. Et lorsque Damen se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix. Car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Ça, c'est le résumé de mon édition Brajolone et il est pas mal. Il ne précise juste pas que Laurent est Damen parce que celui-ci a buté son frère. C'est honnêtement moins un spoil que le fait que c'est de Sally. Parce que putain, croyez-moi que c'est pas parti comme ça avant un bon moment. Mais du coup, si vous n'avez pas encore saisi pourquoi ça va être rigolo de faire un résumé sur YouTube, eh ben cette série en 3 tomes aurait aussi pu s'appeler Des magouilles et du sexe. Le tome 1 c'est beaucoup de sexe et peu de magouilles, le deuxième c'est beaucoup de magouilles et peu de sexe, et le dernier c'est un peu des deux. Perfectly balanced, this whole thing should be. Maintenant, avant de commencer à résumer le scénario, quelques petites notes. J'emploierai les noms de la VF parce que ce sera plus simple et qu'ils sont très bien, à l'exception des titres. Je m'explique, la série s'appelle Prince Captif, oui, mais en anglais, il s'agit juste du nom du premier tome. En français, ils ont renommé chaque tome l'esclave, le guerrier et le roi. Et ça m'agace, car ces titres font uniquement référence à Damen et à son évolution. Alors que les titres originaux, déjà Captive Prince, Prince Captif, semble en effet faire référence à Damen, mais tout le principe du premier tome, et même des suivants, est de nous faire nous rendre compte progressivement d'à quel point il peut également faire référence à Laurent, peut-être même plus encore qu'à Damen. Le second tome, Princess Gambit, probablement un de mes tomes préférés de tous les temps, est explicitement une référence à Laurent, puisque plus ou moins littéralement ça se traduirait par la tactique du prince ou le pari du prince, et que le tome entier est un numéro d'équilibriste où on voit tous les plans de Laurent se dérouler, avec leurs couacs et leurs réussites, au milieu de cet échiquier géant sur lequel il joue contre son oncle. Quant au dernier, il s'appelle King's Rising. Kings au pluriel. L'avènement des rois. Les titres anglais sont faits pour nous rappeler qu'il y a 2 personnages principaux, et même que sous certains abords, Laurent pourrait être encore plus vu comme le personnage principal que Damen, alors que les titres français omettent totalement celui-ci. Ensuite, c'est un avertissement que je vois souvent répété, et je le dirai ici aussi, le premier tome est rude. Et par rude, je veux dire que nous sommes dans une cour décadente de tous les vices, où de nombreuses personnes sont abusives et ou abusées, y compris des enfants. Il y a des scènes de torture et de viol à tour de bras, et en fin de compte, le scénario se déroule en permanence à quelques mètres de Damen qui ne capte que dalle avant les 2 derniers chapitres. Son intérêt principal pour moi, c'est d'être relu après la série une fois qu'on a toutes les cartes en main pour le comprendre et se rendre compte de tout ce qui a échappé à notre protagoniste. Mais sinon, il sert surtout de socle pour mettre en place la suite. Pour être honnête, à l'origine j'avais totalement lâché l'affaire vers la fin du tome 1, et j'avais pas envisagé de lire la suite avant qu'on ne m'assure que ça me plairait bien plus. Puis j'ai ouvert le tome 2 vers 22h un soir et me suis couché quand il ne me restait plus qu'un chapitre, en évitant soigneusement de regarder l'heure parce que j'avais peur de ce que je verrais. C'est dire comme j'étais absorbée et devais connaître la suite. Sur ces mots, résumons un peu ce premier tome. Notre bouquin commence avec un prologue du point de vue de Guillon, un des conseillers de Verre. Prologue qui n'est pas vraiment nécessaire, à part pour nous faire comprendre que Guillon est un joli fils de... Quelle indignité. Ce qu'on se dira bien vite au cours de l'histoire de toute façon. Celui-ci reçoit des esclaves d'Achelos en guise de cadeau pour célébrer leur alliance avec Verre, y compris, au milieu, un homme immense et musclé qui n'a pas l'air très commode. Ensuite commence le prologue, du point de vue de l'homme en question. Ça, c'est moi, Damianos d'Achelos. Vous vous demandez sans doute comment je me suis retrouvée dans une telle situation. Voyez-vous,
Je suis prince héritier d'Achelos, et ces derniers temps, mon père Théomède est gravement malade, et son état n'a pas l'air de s'améliorer. C'est alors que soudain, des gardes ont fait irruption dans mes quartiers, ont tué mes esclaves, et m'ont entravé pour que je ne puisse pas résister vu que je suis, sans vouloir me vanter, l'homme le plus fort du monde. Il paraît que mon demi-frère, Castor, a mené un coup d'état contre moi pour s'emparer du trône qui me revient de droit en tant que seul fils légitime. J'ai déjà du mal à y croire, mais il s'avère qu'en plus, mon amante, Jocaste, l'a rejoint également. Ils vont me vendre en tant qu'esclave à nos ennemis jurés de fer. Mais avant cela, il faut me rendre présentable. C'est pourquoi on envoie une esclave particulièrement sensuelle et séduisante me faire prendre mon bain en se collant nue contre moi. Je passe un certain temps à parler de ces... Oui, bon bref, vous avez la situation initiale. Damianos, ou plutôt Damen, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme, sera ensuite drogué plus ou moins tout le long du trajet tant il pose problème de par sa force. Il ne reprend réellement conscience qu'une fois à la cour royale de Ver. Arles, qu'on appellera Arlès, histoire de se différencier avec, vous savez, celle qui est en France, et il détermine donc rapidement qu'il doit, et je cite, se tenir tranquille, ne pas se faire remarquer. Il avait recouvré assez de présence d'esprit pour savoir qu'en tant que prince Damianos, il ne survivrait pas une seule nuit à Ver, il valait mieux, et de loin, passer pour un esclave anonyme. Je vous demande de regarder avec émotion cet instinct de survie de la part de Damen. Je vous demande de l'embrasser, et de lui dire adieu aussi sec. Littéralement 2 pages plus tard, face au prince de Ver, voici les premiers mots que Damen prononce. Je parle votre langue mieux que vous ne parlez la mienne, chérie. Il devait se tenir tranquille, ne pas se faire remarquer. Je dirais bien que c'est un fumble critique, sauf que pour être honnête, il a même pas jeté les dés, hein, il a juste abandonné immédiatement. Damen est emmené à son nouveau maître, l'homme à qui il a été offert en tant qu'esclave de plaisir, je vais pas vous faire un dessin, à savoir le prince de Ver, Laurent, et immédiatement décide que celui-ci est clairement arrogant, tyrannique et pourri gâté, juste en voyant son physique. Après on va être honnête et dire que Laurent ne s'attire pas vraiment de faveur avant un moment, mais ce que je voulais appuyer, c'est la réaction de Laurent lorsqu'il voit Damen pour la première fois. Laurent avait marqué un temps d'arrêt en voyant Damen et avait blêmi, comme s'il venait de recevoir une gifle ou une insulte. C'est une petite phrase qui passe un peu inaperçue, mais croyez-moi que lors d'une relecture, vous voulez vous baffer pour l'avoir manqué. Bref, Laurent essaye de s'adresser à lui en aquilonien, Damen abandonne aussi sec ses instincts de survie et se prend un coup de poing de la part du geôlier pour sa peine. On tente de tourner son attitude comme un compliment vers Laurent, hein. Les aquiloniens se seraient dit que ça lui plairait de le mater. Mais bref, Laurent leur dit juste de le laisser attaché et qu'il s'occupera de lui plus tard. Plus tard s'avère le soir, alors qu'il est un chouïa bourré. C'est un échange de menaces et de domination assez glauque, qui est vraiment fait pour nous montrer le pire de Laurent, et qui donne à Damen sa première frayeur, car Laurent repère la cicatrice à son épaule, une cicatrice qui lui a été donnée par Auguste, le frère de Laurent, avant que Damen ne tue celui-ci. C'est à ce moment qu'arrive le régent, oncle de Laurent, qui lui interdit de mettre la vie de Damen en danger, en indiquant que tuer ainsi le cadeau des Aquiloniens mettrait en danger leur traité de paix. Damen a donc un peu de répit, mais aussi la nette sensation que l'intervention de cet homme a en fait empiré sa situation. Le lendemain, son nouveau maître l'emmène dans l'arène où Damen découvre que les mignons, des travailleurs du sexe employés comme escorte par la noblesse de Ver, s'affrontent, simulant des viols par la suite pour exciter la galerie. Petit moment de worldbuilding pour indiquer que Ver et Achelos ont des visions tout à fait opposées de ce qui est acceptable et ne l'est pas au niveau des parties de jambes en l'air. Achelos n'a aucun tabou sur la nudité, les bâtards et j'en passe, mais le sexe est vu comme quelque chose d'extrêmement privé. Ver, en revanche, n'a absolument aucun souci avec ce genre de truc en public, et c'est même chose courante, mais il y a un énorme tabou au niveau des bâtards, qui sont si redoutés que c'est limite une superstition, au point que les relations hétérosexuelles extramaritales sont interdites. Ce qui signifie que tout sexe, en dehors de couples mariés, est gay ou lesbien, et donc que les mignons sont tous du même genre que leur employeur. Bref, Laurent envoie un Damen un peu drogué dans l'arène, probablement dans l'espoir qu'il se fasse tuer, soyons honnêtes, sauf que Damen étant un surhomme, même dans son état, il arrive à vaincre son adversaire, un sinistre individu du nom de Govard, puis s'humilie volontairement pour survivre. C'est alors qu'il rencontre un conseiller accompagné d'un mignon qui, comble de l'horreur, n'est qu'un enfant. Néanmoins, c'est ici que s'arrêtent les horreurs pour aujourd'hui, fort heureusement, on n'en est qu'à 2 chapitres. Damen découvre que l'homme qu'il a battu était un homme du régent qu'il ne voulait pas mettre en colère, oups. Mais bon, de toute façon, c'est la faute à Laurent, hein. Il avait qu'à pas le mettre contre lui dans l'arène. Ceci dit, on lui fit chapper pendant une petite semaine avant de lui demander de faire son job d'esclave et donc de laver son maître. Contrairement au bain que j'ai décrit au tout début, celui-ci est plus stressant que sensuel puisqu'il s'agit clairement d'une bataille. Laurent a attendu que son oncle parte avant de faire venir Damen. Et il est clair qu'il cherche une excuse, n'importe quelle excuse, pour pouvoir se débarrasser de lui. Et bon Damen lui donne son excuse,
quand sa bite se réveille en se rendant compte que malheureusement, l'homme nu qu'il est en train de nettoyer est très sexy. D'ailleurs, il lui tripote un chouïa les fesses au passage. Je ne dirais pas que Laurent le fait fouetter rien que pour ça, mais honnêtement, je suis pas sûre qu'il en aurait eu besoin de beaucoup plus. Sauf que bon, même après avoir été un peu flagellé, Damen ne peut s'empêcher d'insulter Laurent en lui disant qu'il n'a aucun honneur, donc il se prend une deuxième salve, tandis que Laurent lui dit froidement que Damianos d'Achelos, l'homme qui a tué son frère, lui a appris que traiter honorablement avec un Aquilonien signifie se faire éventrer par sa propre épée, confirmant ce dont on se doutait déjà. Ces actes sont si cruels, car il voit la situation comme étant personnelle suite à la mort de son frère. Non pas que ça change grand chose pour Damen qui souffre le martyre pendant plusieurs jours, tout en se disant que quand même, il en a de la chance que son serpent de maître ne sache pas qu'il est, justement, Damianos d'Achelos. Ils ne lisent pas tout de suite, mais le reste du livre est de moins en moins discret quant au fait qu'il a bien failli mourir de ses blessures ce jour-là. Mais tant qu'il est alité, Damen apprend à connaître les gardes de Laurent, y compris Jord, qui est sympathique, loyal et très compétent, et donc plaît énormément à Damen malgré lui. Et bon, forcément, les gardes sont des machines à rumeurs. On dit que Laurent est frigide et ne baisse pas, ce qui est du gâchis vu comme il est hot. Je lance ça comme ça maintenant pour ne pas avoir à vous le sortir à chaque variation, car croyez-moi que c'est la rumeur qu'on entendra le plus, pas juste dans ce volume, mais dans le suivant aussi. Et le troisième ? Non, pas le troisième, parce que dans le troisième, plus personne n'aura trop de doutes quant au fait qu'il baise. Le régent apprend ce qui a été fait à Damen et donc décide de punir Laurent, ce que Damen applaudirait dès demain s'il le pouvait. Il faut savoir que Damen respecte déjà le régent parce qu'il leur avait donné des terres suite à la défaite de Ver face à Achelos, après la bataille qui avait coûté la vie d'Auguste et du roi. Réfléchissez un peu, et vous vous rendrez compte qu'il a trouvé cette décision d'abandonner son peuple sans même s'assurer que celui-là serait bien traité comme une bonne chose, car ça a bénéficié à Achelos. Si vous aussi vous commencez à avoir un petit souci dans la façon de réfléchir de Damen, bienvenue au club. Je fais ce petit aparté maintenant pour vous dire que l'autrice des livres avait été absolument choquée de se rendre compte à quel point les lecteurs du premier volume n'avaient pas tilté que Damen n'était pas un narrateur fiable du tout, et que même si son honneur et ses autres qualités le rendaient très attachant et sympathique, on n'était pas censé être d'accord avec tout ce qu'il disait, notamment car il voyait le monde en noir et blanc. Après tout, on parle d'un homme qui utilisait des esclaves sexuels dans un livre au message pourtant fortement anti-esclavage. Et certains utilisaient la même logique que lui en disant « Oui, mais Achelos traite bien ses esclaves » pour le justifier. Bref, revenons au scénario, la punition de Laurent se déroule en public et déjà là, on a un petit truc qui détonne et c'est le rouge. Le rouge est la couleur de la régence, alors que les couleurs de Ver et donc de Laurent sont le bleu. Et déjà là, Damen est un peu frappé par tout ce rouge avec un unique point bleu au milieu. Désolé si je m'éparpille en détail, mais ces livres sont très bien écrits, en bonne partie parce qu'ils établissent des scènes particulièrement marquantes. Même une personne aphantasique comme moi arrive à ressentir ce que la scène doit te faire ressentir et l'imaginer plus ou moins. En punition, le régent retire presque toutes ses terres et fonds de pension à Laurent, ne lui laissant qu'une minuscule principauté, avant de l'humilier en rappelant qu'il n'a toujours pas accompli son devoir militaire en se rendant à la frontière avec Achelos. Laurent retourne en partie la situation en donnant l'impression que Damen se comporte particulièrement mal et méritait les coups de fouet, mais il est clair que l'opinion est divisée entre lui et le régent. S'ensuit une fête dans les jardins, où Damen retrouve l'enfant mignon. Dans le sens le mignon qui est un enfant, pas juste un gosse choupi. Il dit s'appeler Nikèse avant de l'insulter et de lui confier un des autres esclaves aquiloniens pour ne pas avoir à le trimballer avec lui. L'esclave s'appelle Erasmus. Laissez-moi vous dire qu'ayant fait une fac de langue, ça faisait très bizarre comme nom, et est clairement horriblement maltraité au point qu'on lui a brûlé la jambe. Et avec lui commence le nouvel arc de ce scénario qui, jusque-là, était juste une guéguerre entre deux hommes qui se haïssent, mais n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils veulent vraiment faire à l'autre. Mais bon, avant ça, on a une scène où un autre mignon fait une fellation à un Damen qui n'apprécie clairement pas cette agression sexuelle, mais n'arrive pas trop à empêcher les réactions de son corps. Notamment parce que Laurent, qui donne des instructions au mignon pour que la fellation fonctionne mieux, est affreusement hot. J'admettrais considérer que c'est possiblement la scène la plus discutable de la série entière, notamment car elle n'est pas entièrement nécessaire à part pour nous faire comprendre que c'était pas juste les bains l'autre fois. Damen est tragiquement attiré par un homme qu'il déteste et qui le déteste probablement tout autant. En soi, je dirais qu'elle est bien écrite, ça n'a rien de romancé, c'est montré comme l'agression que c'est effroyablement violent et difficile à lire, mais je suis à peu près sûre qu'il y avait d'autres façons de le faire. Ceci dit, elle nous présente Hansel, le mignon qui fait la fellation, et qui jouera un rôle plus tard dans le livre. Mais bref, avec ça, le pire est passé. Sans rire, si vous trouviez que c'était vraiment cul et souffrance après cul et souffrance, je suis bien d'accord. Ces 5 premiers chapitres sont vraiment ce qui est le plus dur à avaler, sans vouloir faire de jeu de mots de mauvais goût, dans cette série. Car le fait est que maintenant que Damen a rencontré Erasmus, il a un objectif, et c'est de leur permettre, à lui et aux autres esclaves aquiloniens, de partir d'ici. Peu importe comment,
les libérer, leur trouver des maîtres qui les traiteront bien, il faut qu'il y arrive. Ça devient son objectif, et il finit par se résigner au fait que la seule personne qui peut l'aider à ce niveau est Laurent. Laurent, dans une tirade qui à la première lecture peut sembler déraisonnée, mais avec le recul comprend ensuite a en fait beaucoup de sens, lui met son hypocrisie en plein visage en faisant remarquer que c'est lui et Akielos qui ont réduit ces gens en esclavage, pas Vert. Et en effet, Vert ne pratique pas l'esclavage. Ils ont accepté ceci pour le traité de paix, mais du coup ils les traitent plus comme des prisonniers de guerre qu'autre chose. Néanmoins, après un long échange où chacun marque des points et montre ses doutes à l'égard de l'autre, Laurent l'emmène assister à des négociations avec le prince Thorveld de Patras, qui a une culture assez proche de celle d'Akielos, et Laurent révèle qu'il a subtilement sous-entendu à celui-ci à plusieurs reprises qu'il devrait demander à ce qu'on lui offre les esclaves. Lors de la réception qui suit, Nikez et Laurent se mettent au défi, Nikez promettant de ruiner les plans de Laurent. Il parie la boucle d'oreille du mignon. Damen découvre au passage que celui-ci est un mignon depuis 3 ans. Il a 14 ans. Vous pouvez vomir avec moi. Damen erre un moment dans les jardins et tombe sur le régent qui s'étonne et s'inquiète de sa soudaine obéissance envers son neveu et lui propose une alliance. Damen meurt d'envie de l'accepter, car il respecte le régent. Mais son désir de sauver les esclaves est plus fort encore, et il a besoin de Laurent pour ça, donc il refuse, arguant que de toute façon, ce que le régent lui demande, à savoir influencer son neveu et probablement le baiser au passage, lui sera impossible. Commencent ensuite les spectacles, et notamment nous revoyons Hansel, qui se révèle être un danseur de feu talentueux. Néanmoins, ces flammes terrorisent Erasmus, dont, rappelez-vous, on a brûlé la jambe. Et apprenant sa détresse, le prince de Patras s'élance à son secours et tombe sous le charme, et ainsi le plan de Laurent fonctionne et Nikez, sans offense, mais c'est fait. Les esclaves sont offerts à un maître qui prendra soin d'eux au moins, grâce à Laurent, qui s'est arrangé pour que Thorveld assiste à cette scène et qui avait prévenu Erasmus pour qu'il soit courageux. Mais comme si ça ne suffisait pas à renverser légèrement notre opinion de différentes factions, Damen découvre avec un certain choc que Nikez est le mignon du régent. Donc oui, le régent est un putain de pédophile. Allez-y, choisis ton combattant. Quelques jours plus tard, Damen est réveillé en pleine nuit par des hommes en livrée princière qui lui disent de se lever. Laurent voudrait de lui, dans son lit. Néanmoins, personne ne répond à ces questions dubitatives, et quand ils arrivent sur place, Damen met à peine quelques secondes à se rendre compte que Laurent n'attendait aucune visite et qu'il ne reconnaît pas les gardes. Il s'agit d'une tentative d'assassinat, et Damen est clairement censé y participer. Mais bon, entre son aide avec les esclaves et le sens de l'honneur de Damen qui s'offusque d'un 4 contre 1 avec un homme désarmé, celui-ci se retourne à la place contre les gardes. Il en élimine un et en prend un deuxième prisonnier, tandis que, sans que Damen sache comment, Laurent s'est débarrassé du troisième. À sa grande surprise, Laurent tue immédiatement l'homme que Damen avait gardé prisonnier au lieu de l'interroger. Puis quand des hommes du régent surgissent dans la pièce et tentent de faire arrêter Damen, le prince prétend que les assassins se sont en fait pris à Damen et que Laurent n'a pas du tout été agressé. Lorsqu'il chasse les hommes et leur interdit de revenir de la nuit, il se retrouve seul avec Damen, qui se rend également compte que celui-ci a été drogué et qu'il serait actuellement bien incapable de l'arrêter s'il décidait de s'enfuir. Laurent essaye malgré tout de l'arrêter, en lui disant que s'il part et se fait capturer, Laurent sera incapable de le protéger comme il vient de le faire. Or, il lui doit la vie et aimerait bien payer sa dette. Damen tente sa chance tout de même et fuit le palais après avoir croisé rapidement un Nikez à l'air particulièrement perturbé. On est à la fin du tome, il reste peu de chapitres, et sa fuite le fait sortir du château et entrer dans la ville, et on se dit qu'il est bien parti, sauf qu'une porte s'ouvre et de l'autre côté se trouve Govart. C'est la faute à pas de chance. Damen est donc vite recapturé et presque exécuté par les hommes du régent, tandis que la garde princière intervient au dernier moment et arrive à lui sauver la vie. Il est donc ramené au palais où, en public devant le conseil comme lors de sa punition, Laurent est en train de défendre Damen et de le protéger malgré tout. De telles paroles le font accuser de complicité avec Akielos pour les envahir, et même si personne n'a l'air vraiment convaincu de ces accusations, ils se mettent tous d'accord quant au fait qu'il n'y a rien de plus simple pour le prince que de prouver qu'il ne collabore pas avec leur ennemi ancestral. Il n'a qu'à faire son devoir militaire à la frontière. Malgré une claire réticence, Laurent finit par accepter. Et ce chapitre s'achève avec une réplique qui me bute, car je n'ai encore jamais vu un seul lecteur qui ne comprenne pas immédiatement ce que cette phrase veut dire, alors que Damen ne saisira ce plot twist qu'à la fin du dernier tome. Au bout d'un moment, Damen vit le régent lever la main pour la poser sur les cheveux de Laurent et les caresser lentement, avec affection. Laurent demeura immobile, tête baissée, tandis que le régent, de ses doigts chargés de bagues, écartait de son visage les mèches d'or pur. Laurent, pourquoi faut-il toujours que vous me désobéissiez ? Je déteste que nous soyons fâchés, et pourtant, vous me forcez à vous gronder. Vous semblez déterminé à détruire tout ce qui se trouve sur votre chemin. Lorsque vous recevez des cadeaux, vous les abîmez. Lorsqu'on vous présente des opportunités, vous les gâchez.
Je suis triste de vous voir grandir ainsi, regretta le régent, alors que vous étiez un si bon petit garçon. Oh, le fils de politicien. Attends, elle est où ma censure? Quelle indignité. Putain, mais t'es en retard, qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? Vous croyez que ça censurait quel mot? Toujours est-il que Damen a bien foutu Laurent dans la merde avec sa fuite et que Damen est frustré car il sait que celui-ci vient de lui sauver la vie. Mais Laurent balaye sa reconnaissance hésitante d'un revers de main puisqu'il lui a juste rendu l'appareil. Ils échangent quelques piques avant que Laurent ne dise à Damen de se réjouir car ils seront enfin débarrassés l'un de l'autre vu qu'il va devoir partir à la frontière et qu'il compte bien laisser Damen croupir ici. Le souci, c'est que maintenant qu'il n'a plus rien à faire et aucune occasion de fuir, Damen est forcé de réfléchir à cette situation qu'il ne saisit pas. Et comme il a un cerveau qui marche bien, il finit par comprendre que tout ce temps, le scénario se passait à 2 mètres de lui et qu'il n'avait rien capté. Et le lecteur non plus lors d'une première lecture d'ailleurs. Paniqué et ayant enfin compris le pourquoi du comment de certaines des magouilles, il demande à parler à Laurent et tente de le persuader de le prendre avec lui. Bon, d'abord il a une visite du régent, mais il est beaucoup plus hésitant face à lui maintenant qu'il a compris plein de trucs. Et donc il hésite à lui répondre assez longtemps pour que Laurent arrive, fasse sortir son oncle et écoute Damen lui expliquer ce que lui sait parfaitement depuis le début. Les assassins étaient censés prétendre avoir été envoyés par Akielos. Une guerre était l'objectif, et en tuant le survivant, Laurent a en fait épargné le peuple de Damen. Mais ce geste n'était pas désintéressé, non. Puisqu'en temps de guerre, et surtout maintenant qu'il est forcé d'aller à la frontière, la survie de Laurent est plus que compromise. Et quand Damen dit que vu la situation, Laurent devrait probablement mettre fin aux querelles familiales et se réconcilier avec son oncle, Laurent lui indique que ça ne serait pas sage. Après tout, son oncle est le commanditaire de cette tentative d'assassinat. Tout depuis le début était un piège pour tuer Laurent. Le régent a retourné la cour contre son neveu, il a coupé ses lignes d'approvisionnement et ses troupes en lui retirant ses terres et ses fonds grâce au prétexte que lui a fourni les coups de fouet d'Damen, puis il s'est arrangé pour que même si la tentative d'assassinat a échoué, tout comme sa tentative de déclencher une guerre, alors il pourrait éloigner Laurent de la cour et l'envoyer droit vers le danger. Il a même tenté de pousser Damen à espionner son neveu pour lui. Je vous avais parlé dans Le Prince Cruel de ces love interests qui sont présentés comme d'horribles individus, mais qui finalement s'avèrent non seulement être moins atroces qu'on ne le pensait, mais aussi que tout le monde autour d'eux est bien pire. On en a ici l'exemple le plus probant. Oui, Laurent a eu une attitude affreuse, meurtrière et cruelle tout ce temps. Oui, tous les gens qui l'entourent sont infiniment pires, et on comprend aisément comment il est devenu comme ça. C'est à partir de cet instant que le doute commence à être permis quant à si c'est une vraie raclure ou s'il est rattrapable. En revanche, Laurent déteste toujours Damen du plus profond de son cœur et il n'a pas du tout l'intention de l'emmener avec lui, malgré ses suppliques et ses argumentations sensées, accusant Damen de vouloir juste profiter qu'il se rapproche d'Akielos pour fuir, ce que Damen ne peut pas nier. Néanmoins, s'il y a bien un argument qui fait mouche, c'est quand Damen assène à Laurent que s'il pouvait gagner seul contre son oncle, il l'aurait déjà fait. Laurent part tout de même, mais le lendemain, on apporte des vêtements d'équitation à Damen et on le fait enfiler une armure. Il accompagnera bel et bien Laurent sur la route et pourra le protéger autant que possible pour éviter qu'une nouvelle guerre se déclenche avec Akielos, alors que son pays est au plus faible après la mort de son roi. Tandis qu'ils partent, Nikez sort et donne sa boucle d'oreille à Laurent, comme promis suite à leur pari, même s'il le dit de façon insultante parce que c'est Nikez. Si, c'est important. Puis nos héros s'en vont, droit vers ce qu'ils savent être un piège mortel, et ça y est, le tome 1 est terminé! C'est laborieux et pas forcément ultra simple à résumer de manière interactive, mais nous avons passé la corvée, le seul tome dont je ne suis pas une immense fan. Le relire en ayant conscience de tout ce qui se joue en coulisses est, je trouve, honnêtement plus intéressant que de ne rien comprendre comme Damen lors de la première lecture, donc je m'y suis un peu attachée, dirons-nous. Mais maintenant qu'on a fini ce tome de mise en place, lors de notre prochaine vidéo, nous nous attaquerons à ce que je considère sincèrement comme un des meilleurs romans que j'ai jamais lus, Princess Gambit, où nos protagonistes vont enfin commencer à se connaître, à leur grande âme d'ailleurs, et enchaîner les stratégies, déjouer des machinations, réaliser de grandes batailles, et tenter désespérément de sortir de la paume du régent dans laquelle ils jouent malgré eux. J'espère que je vous retrouverai là-bas. En attendant, n'oubliez pas de nourrir l'algorithme et je vous rappelle que toutes mes vidéos sont disponibles en avance sur mon Patreon. Merci à tous ceux qui s'y sont abonnés pour leur soutien. La bise Naptilion.